Salut les Celtes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Arthos. Aujourd'hui notre petite escapade pyrénéenne nous amène sur les traces du peuple des mégalithes et sur ce magnifique site de Serrat d'Anjac. Nous essaierons de percer les mystères de ce fameux peuple des mégalithes qui déferla sur le monde il y a de ça 12 000 ans avec l'avènement du nouvel âge de pierre. Je profite de cette petite mise en scène pour vous remercier au nom du projet Arthos pour tous vos messages de soutien depuis le début du projet Arthos. Cela nous fait chaud au cœur et nous encourage de plus belle à transmettre notre tradition qui fut le ciment civilisationnel de l'Europe depuis des millénaires. A de suite, chers amis, pour cette nouvelle vidéo du projet Arthos sur le peuple des mégalithes. Mégalithe vient du grec ancien méga, qui veut dire grand, et de lithos, qui veut dire pierre. Alors, quand on parle de mégalithe, cela comprend différentes formes de pierre, mais aussi différentes dispositions dans l'espace. On peut dénombrer pas moins de 5 principaux types de mégalithes. Nous avons le menhir seul, un menhir qui vient du breton maen, qui veut dire pierre, et ir, qui veut dire longue, que l'on appelle aussi pierre adressée. Les alignements de menhirs, orientés selon une disposition bien particulière, on y reviendra tout à l'heure. Les hypogées, sortes de tombes creusées dans le sol et dont les parois sont en pierre. Évidemment, nous avons le fameux dolmen, chambre funéraire en pierre et qui était à l'origine recouverte de terre que l'on appelle tumulus. Le cairn, sorte d'amas de pierre, et enfin le cromlech, sorte de cercle composé de menhirs. Quand on parle de peuple des mégalithes, nous parlons d'une période très éloignée de la nôtre, puisque nous nous situons au néolithique. Le néolithique étant l'âge de la nouvelle pierre, c'est-à-dire sur une période qui s'étend entre moins 9000 et moins 2000 avant notre ère. L'implantation des mégalithes se situe, elle, entre moins 4500 et le début de l'âge de fer. Le néolithique, c'est vraiment une époque riche en innovation. C'est le moment où les hommes vont commencer à construire des habitations, à construire aussi des voies de commerce, à cultiver la terre et à fabriquer tout un tas d'objets, des armes, des outils, mais aussi des bijoux. Époque prolifique en matière de construction donc, et d'aménagement du territoire, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. Des terres d'Irlande aux contrées orientales d'Asie, en passant par le continent amérindien et africain, on retrouve la trace du peuple des mégalithes sur l'ensemble de la planète, avec une particularité telle que les plus anciens et les plus nombreux sont en Europe et les plus récents en Asie par exemple. Justement, en Asie, le groupement mégalithique le plus important se trouve en Inde, où on peut trouver pas moins de 2200 dolmens rien que dans la région du Décan. En Afrique, la plus grande concentration se situe, elle, dans le Maghreb. Elle s'étend principalement dans les parties nord de l'Algérie et de la Tunisie. En France, il y a 3 régions où on retrouve des mégalithes par centaines. Nous avons évidemment la Bretagne, la région du Lot et du Sud-Aveyron, qui compte pas moins de 500 mégalithes, et les Corbières, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui compte dans les 250 dolmens. Pour la Bretagne, nous pouvons citer les alignements de Carnac, dans le Morbihan, où on estime que le site abritait pas moins de 9000 menhirs à l'origine.
Il faut savoir que la plupart des menhirs furent cassés par des paysans qui les gênaient pour cultiver leurs terres. Il n'en reste aujourd'hui que 3000. Certains furent aussi accidentellement couchés suite aux fouilles sauvages, puisqu'il faut savoir qu'en réalité les pierres levées sont très peu ancrées dans le sol. Selon leur taille et leur poids, cela peut varier entre 7 et 80 cm, mais pas plus. Autre grand monument mégalithique, le fameux menhir de Locmariaquer, toujours dans le Morbihan, qui mesurait à l'origine 21 mètres. Alors je dis à l'origine puisqu'il ne remplit plus sa fonction première de pierre adressée, vu qu'il a été volontairement détruit un siècle après sa construction, détruit en plusieurs morceaux, comme vous pouvez le voir sur la photo. On estime qu'il devait peser dans les 300 tonnes, vous imaginez un petit peu la masse. Alors ça c'est pour les plus célèbres, j'aurais pu citer les dolmens de la Roche-au-Fay, au sud de Rennes, qui forment une allée de près de 20 mètres. La dent de Gargantua à Saint-Sulpice, toujours en Ille-et-Vilaine. Le dolmen du Champ de la Pierre, sur la commune de Celles-de-Bretagne, encore en Ille-et-Vilaine. Et pas très loin d'ici, les 3 dolmens du Mas d'Asile en Ariège. Enfin, comment ne pas parler de mégalithes, sans évoquer le site le plus gigantesque de tous, le plus connu aussi. Je veux parler évidemment de Stonehenge en Angleterre, dont la construction s'étend entre 2800 et 1850 avant notre ère. Pendant des siècles, les mystères qui ont entouré la véritable fonction des mégalithes a laissé libre cours aux thèses les plus farfelues, concernant d'une part l'origine du peuple qui les aurait érigés. Nous avons tous entendu parler des extraterrestres, de civilisations venues du confin de l'univers. Et d'autre part, tout autant de thèses farfelues concernant la fonction première de ces pierres, comme quoi les dolmens n'étaient ni plus ni moins que des tables sacrificielles, rien que ça. Ces aberrations, nous les devons en grande partie aux tenants de la nouvelle religion, mais aussi à César et à sa littérature de guerre, visant à répandre mensonges et calomnies à propos des Gaulois. En réalité, les résultats des recherches scientifiques et archéologiques nous indiquent que la plupart des implantations mégalithiques sont basées sur l'astronomie. Nous pouvons encore le vérifier aujourd'hui, et cela malgré le changement d'obliquité de la Terre, ce qui ne représente que quelques centimètres d'écart avec la réalité d'il y a 4000 ans. Il a été scientifiquement prouvé, en étudiant l'évolution des astres depuis des milliers d'années, que ces implantations étaient pour la plupart dédiées à un culte solaire, mais pas que. Vous le savez, pour connaître le véritable sens des choses, il faut parfois s'en référer aux traditions locales qui, elles, ont su traverser le temps, parce que transmises oralement. En effet, nous avons des centaines de légendes autour des sites mégalithiques, 130 rien que sur le site de Karnak, qui sont en rapport direct avec le soleil et son avatar terrestre, le feu. Par exemple, jusqu'au début du XVe siècle, notamment à Karnak, Erdevenne et Crozon, c'est parmi les menhirs que s'allumaient les bûchers de Lita, qui ont été remplacés, vous le savez, par les feux de la Saint-Jean le jour du solstice d'été. Toujours à Karnak, et toujours en rapport avec le culte solaire des anciens, on peut voir que ces alignements ne sont pas rectilignes, mais au contraire, on remarque qu'ils se développent en ondulant, ce qui n'est pas, évidemment, sans rappeler l'ondulation du serpent. Hypothèse loin d'être farfelue, puisque nous avons retrouvé des gravures de serpents sur certaines pierres, notamment celle du Magno et du cairn de Gravigny.
Rajoutez à cela la symbolique du serpent hein, qui ressort dans toutes les traditions de toutes les anciennes civilisations. Nous avons là une preuve de plus hein, sur la signification de ces édifices. En réalité, on peut dire que les mégalithes avaient plusieurs fonctions. Outre le phénomène hein, de marquer les équinoxes de par leur disposition, et ça pour les monuments édifiés sur les points les plus dominants, on a pu aussi enregistrer dans les dolmens des centaines d'ions négatifs au centimètre carré. C'était, et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, des lieux très très chargés magnétiquement. Lieux qui, outre le fait de servir de chambre funéraire, auraient pu aussi servir à des rituels de guérison. Autre fait qui va dans ce sens, on a pu aussi constater que beaucoup de mégalithes avaient été érigés à proximité de mines de cuivre et d'étain. Et évidemment à côté de routes aussi qui servaient au transport de ces métaux. Le sol breton hein, étant un sol très schisteux et renfermant une grande quantité d'uranium, il n'est donc pas impossible que les alignements de Karnak par exemple furent érigés dans le but de jouer un rôle thérapeutique, hein, un petit peu comme des aiguilles d'acupuncture. Nous y voilà. Voilà la question que tout le monde se pose, hein, enfin tout le monde, au moins vous qui regardez cette vidéo. Quelle a été cette civilisation qui érigea ces blocs de pierre, hein, qui pouvaient peser jusqu'à 300 tonnes, et surtout, comment des hommes ont pu transporter ces pierres d'un point A à un point B, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, avec les moyens de l'époque. Pour tenter de comprendre l'énigme, hein, je dis bien tenter, parce que ici, nous n'affirmerons rien. Hein. Rien qui soit en fait une réalité personnelle, hein, du moins. Pour essayer donc de comprendre cela, hein, il faut regarder la carte des implantations mégalithiques en Europe et en général sur la planète. Cela peut nous donner des indices sur les zones géographiques concernées hein, où nous trouvons le passage de ce fameux peuple des mégalithes. Ce que nous pouvons constater de prime abord, c'est que la plupart, je dis bien la plupart des mégalithes, se trouvent en Europe et sur le versant ouest des pays concernés. Alors je fais une petite parenthèse pour préciser que pour comprendre n'importe quel phénomène, il faut faire des généralités. C'est comme ça qu'on comprend la réalité des choses, hein. C'est comme ça hein, aussi qu'on fait des statistiques et des courbes. Et ce n'est certainement pas avec des anecdotes qu'on décrit le réel. C'est bon pour les mégalithes, mais c'est aussi bon pour le reste. Je dis cela parce que certains pourraient me dire « oui, mais il y a des mégalithes isolés ». Ce qui est vrai, hein, mais ça ne démontre pas la réalité du phénomène. Si on regarde la carte de l'Europe, donc, on remarque ce grand mouvement hein, qui semble partir du nord-ouest de l'Europe et qui chemine vers l'Orient. On a pu recenser dans cette grande zone hein, qui couvre le nord de l'Europe jusqu'au rivage de la Méditerranée, pas moins de 50 000 ouvrages. Alors, les raisons de ce grand mouvement peuvent être nombreuses. Hein. La première, un changement climatique. Et oui, la Terre est vivante, hein, elle n'est pas fixe dans l'univers, elle subit des perturbations cosmiques et les autres planètes ont logiquement une influence directe ou indirecte sur elle. Elle a, comme tout être peu vivant, un processus d'évolution et d'involution. Quelle folie de croire que le climat serait réglé d'avance comme du papier à musique. Hein. Tous les géologues, climatologues sérieux s'accordent à dire qu'à l'issue de la glaciation, hein, il s'en suivit un optimum climatique. C'est-à-dire que le climat se serait réchauffé un temps.
Une période où les températures d'ailleurs dépassaient les nôtres de 2 à 3 degrés en Europe. On considère que le climat du sud de la Suède, par exemple, bénéficiait des mêmes températures que celles que nous avons aujourd'hui, actuellement, dans le midi de la France. D'ailleurs, Groenland, en vieux norrois, veut dire terre verte. Évidemment, cela engendra inévitablement un surcroît de population. Et qui dit surcroît peut dire famine. Il n'est pas improbable alors que ces populations migrèrent vers l'Orient en quête de nouvelles terres à cultiver. Au risque d'en décevoir certains, non, le peuple des mégalithes n'est pas le peuple celte. Alors, je sais que pour certains romantiques, les menhirs et autres cairns étaient en quelque sorte les emblèmes de la tradition celtique, puisqu'il faut bien reconnaître que toutes ces pierres levées se trouvent dans des endroits à forte implantation celte, mais en réalité il n'en est rien. On sait que les premiers Celtes font leur apparition en Europe vers 1200 avant notre ère, avec le premier âge de fer, la fameuse période d'Hallstatt, peut-être un petit peu avant, si on en croit les écrits du grand spécialiste du celtisme, Venceslas Krutas. Quand on parle de peuple des mégalithes, nous nous situons au néolithique, période qui démarre à moins de 9000 avant notre ère, et la période mégalithique se situe en elle à partir de moins 4000 à moins 2000 en gros. Après, cela ne veut pas dire que les Celtes n'aient pas pu utiliser les menhirs et les dolmens lors de rituels. Mais en aucun cas, les Celtes furent le peuple des mégalithes, comme les antiquaires ont pu le croire jusqu'au XXe siècle. Les antiquaires étant l'ancien nom des archéologues. Alors la question reste posée. Quel est ce fameux peuple des mégalithes ? Eh bien, chers amis, désolé de vous décevoir, mais c'est pas moi qui vais vous apporter la réponse en réalité. En revanche, nous allons étudier quelques pistes qui pourraient nous donner une vague idée quant à l'origine de ce peuple. Je ris parce qu'il y a quelques jours, un ami, sachant que je faisais des recherches en vue de cette vidéo sur le peuple des mégalithes, m'a envoyé un lien qui a dû faire s'arracher les cheveux de n'importe quel savant un peu sérieux. Mais comme je ne suis pas un savant ni un chercheur, je me suis contenté d'éclater de rire. Ça fait depuis le début du 19e siècle que tous les archéologues, paléontologues et tous les spécialistes sont incapables de révéler la véritable identité du peuple des mégalithes. Et voilà qu'un chercheur de Plateau TV, une espèce en voie de développement décidément ces derniers temps, un chercheur de Plateau TV nous annonce que Stonehenge aurait été érigé par des Africains. Soyons un peu sérieux 2 minutes. Aucune étude sérieuse n'a toujours pas pu découvrir l'exacte identité du peuple des mégalithes. Aucune. Tout ce que nous pouvons constater jusqu'à présent, c'est ce cheminement d'Occident vers l'Orient. Et pour tordre le cou aux affirmations les plus farfelues, il a été prouvé, et notamment avec la technologie du radiocarbone, le fameux carbone 14, que les cultures européennes ont précédé celles d'Égypte et de Mésopotamie. Et il n'est donc pas possible aujourd'hui d'affirmer que la lumière est venue d'Orient. Alors, peut-être qu'au fil des recherches scientifiques, dans les prochaines années, une découverte majeure pourra contredire ces faits, mais pour l'instant, la réalité à la dent dure, et la technique du radiocarbone aura au moins eu le mérite de remettre un petit peu le chêne au milieu de la forêt. Parmi donc les hypothèses les plus répandues sur l'origine du peuple des mégalithes,
Hypothèses les plus discutées, je devrais dire. L'hypothèse d'une ancienne civilisation aujourd'hui disparue semble revenir de manière récurrente. Une civilisation intellectuellement très avancée et qui aurait fait le lien entre le matériel et le spirituel. Des bâtisseurs qui disposaient de capacités techniques et organisatrices exceptionnelles. Cette civilisation, que certains historiens ont pu mettre en avant, est la civilisation Atlante, ou descendant d'Atlante. Cette fameuse civilisation Atlante est notamment décrite par Platon dans le Timée et le Critias. Le Timée et le Critias sont des données décrites par Critias à Socrate, que son ancêtre Solon lui aurait transmises lors d'un séjour en Égypte. Un mythe n'étant jamais infondé, il nous appartient de nous questionner logiquement sur cette fameuse civilisation perdue, qui en revanche est formellement localisée en lieu et place de ce qu'est l'océan Atlantique aujourd'hui, comme Platon nous l'indique par la voix du prêtre Saïs. Il s'y trouvait en effet une île, située en face du détroit que vous appelez dans votre langue les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Les navigateurs passaient de là sur les autres îles, et de celle-ci sur le continent qui borde cette mer vraiment digne de ce nom. Pour tout ce qui est en deçà du détroit dont nous avons parlé, cela ressemble à un pont dont l'entrée est étroite, tandis que le reste est une véritable mer, de même que la terre qui la borde est un véritable continent. Cette terre qui borde le détroit est l'Europe, évidemment. Autre fait, celui-ci géologique, qui nous prouve qu'un grand continent eût vraisemblablement existé et disparu tout en partie dans le grand océan Atlantique, ce sont les similitudes entre la faune et la flore sur des îles parfois situées à quelques milliers de kilomètres l'une de l'autre. Je prends pour exemple notamment les îles des Açores et les îles du Cap-Vert. Pour en revenir à Platon et pour expliquer ce grand mouvement qui semble partir de l'Occident vers l'Orient, il faut savoir que les Atlantes étaient avides de conquête et ils furent les premiers à déferler sur l'Orient. Les textes égyptiens nous révèlent cela en parlant des peuples de la mer venus du nord, réalité également décrite dans les Rig Veda, où l'on peut lire que la civilisation et la connaissance venaient de Borée, donc du nord. Maintenant que nous avons validé, entre guillemets, l'hypothèse de l'origine du peuple des mégalithes, il nous reste à élucider notre mystère, tout aussi hypothétique, à savoir comment le peuple des mégalithes a fait pour déplacer ces fameuses pierres. Là aussi, plusieurs hypothèses s'offrent aux chercheurs, avides de savoir, dont vous faites évidemment partie puisque vous regardez cette vidéo du projet Arthos. Première hypothèse, nous avons la lévitation. Et oui, comme vous le savez très certainement, il est possible de déplacer des objets grâce aux vibrations, si évidemment on trouve la bonne fréquence. Il y a là rien de magique, c'est de la science, et cette science a pu être utilisée par les anciens pour déplacer ces énormes blocs de pierre. Comme disait Nikola Tesla, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Qui n'a jamais tenté l'expérience du doigt sur un verre de vin, par exemple, pour émettre un son, donc une vibration? Récemment, une équipe de l'université de Bristol a réussi à faire léviter plusieurs petits objets grâce à un petit dispositif en forme de parabole. L'expérience a été faite avec plusieurs haut-parleurs qui, en dégageant un son, ont créé un vortex formant une mini-tornade de son.
L'humanité évoluant, ou je devrais plutôt dire involuant, de manière catastrophique depuis maintenant plusieurs millénaires, hein. Il n'est donc pas étonnant, hein, que nous ayons perdu ces connaissances, surtout si on considère qu'elles furent également liées aux forces de l'esprit. Voilà. Pour la petite histoire, c'est en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, que l'amiral Réveillère proposa de déplacer le grand menhir de Locmariaquer jusqu'à la capitale. Le projet fut très vite abandonné, vous vous en doutez. Pareil, en 1979, à Stonehenge, un ingénieur a réussi, avec l'aide d'une centaine de personnes, à déplacer une pierre de 32 tonnes sur des rondins de bois, laquelle pierre fut tirée par des cordes végétales. C'est la plus grosse pierre qu'ils aient pu déplacer. Les autres tentatives sur des pierres beaucoup plus lourdes se sont toutes soldées par des échecs. Nous arrivons maintenant à notre deuxième hypothèse, celle des géants. Alors, j'en vois venir certains, mais sachez que cela est loin d'être une hypothèse saugrenue, puisque depuis le début de l'histoire de l'humanité, toutes les mythologies nous parlent des géants. Toutes. Que ce soit la mythologie nordique, avec les Jotun, ou Skadi, la géante des montagnes, ou même Aegir, le géant des mers. On peut aussi parler des titans de la mythologie grecque, et même la Bible nous relate des histoires de géants, puisque David terrasse Goliath d'une pierre lancée avec une fronde. Nous pouvons également parler des Néphilim et des Éolim, et enfin des Anunnaki de Mésopotamie. Certains récits nous parlent même de géants de 3 ou 4 mètres, gardant le palais impérial à l'époque de la route de la soie. Enfin, nous avons le témoignage précieux de Magellan, relaté dans l'ouvrage de Jean-Pierre Sanchez, mythes et légendes de la conquête d'Amérique, je crois. Oui, c'est ça, qui décrit le peuple patagon par ces mots. Les peuples de la Victorique sont tous des espèces de patagons d'environ 12 à 15 pieds de haut. Ils sont si doux qu'on ne voit entre eux la moindre querelle. Si on convertit la mesure en mètres, nous avons des individus qui pouvaient atteindre dans les 3 mètres. Voilà. Après tout, le gigantisme a déjà existé sur notre planète. Et oui, nous connaissons tous l'histoire des animaux préhistoriques. Les animaux qui atteignaient pour certains 20 à 30 mètres de haut. Des insectes qui étaient de la taille des êtres humains d'aujourd'hui, évidemment, sans parler des arbres et des plantes gigantesques qui couvraient l'ensemble de la planète il y a de ça des millions d'années. Encore une preuve, celle-ci matérielle, qui nous renvoie au gigantisme, les fameuses statues de l'île de Pâques, hautes de plusieurs dizaines de mètres et pouvant peser plusieurs dizaines de tonnes. Chez nous aussi, la figure du géant a été écrite par Rabelais dans son roman Gargantua. D'ailleurs, beaucoup de menhirs sont ainsi associés aux personnages populaires de Rabelais, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il est à noter également, pour la petite anecdote, que le héros truculent de Rabelais serait le descendant d'une divinité gauloise nommée Gargan. Pour clore le chapitre du peuple des mégalithes, on ne peut pas faire l'impasse sur les légendes et les superstitions qui ont lié les populations locales à ces pierres depuis des siècles. Toutes les légendes sont la preuve de l'aspect mystique des pierres levées. Nombreuses sont les légendes qui nous rappellent cette réalité, et notamment, et cela revient de manière récurrente, sur le pouvoir des pierres et le fait, par exemple, que des jeunes mariés, le jour de leurs noces, allaient toucher
un menhir dans le but d'avoir un enfant. On retrouve là le pouvoir de fécondité associé aux pierres et à la déesse du commencement associée à certains dolmens. Si certains menhirs sont attribués aux géants, nous l'avons vu avec Gargantua, beaucoup sont aussi attribués aux fées. Par exemple, nous avons la maison des fées dans l'Hérault, hein, la pierre aux fées à Draguignan, la grotte aux fées en Indre-et-Loire, hein, et toutes ces légendes sont aussi bien ancrées aujourd'hui dans l'inconscient collectif local. L'avènement de la nouvelle religion n'empêchera pas le culte voué aux pierres. Malgré leur destruction, malgré l'honteuse christianisation qui consista à planter une grossière croix romaine à leur sommet, malgré même les interdictions hein, par des lois et des conciles hein, de tout ce qui se rapportait au culte des pierres, comme nous l'indique notamment l'ordonnance de 435, eh bien, malgré tout cela, le culte des pierres enseigné par les anciens depuis la nuit des temps est encore bien présent aujourd'hui hein, dans les régions à forte implantation mégalithique, mais pas que, et jouit même d'un certain regain d'intérêt depuis plusieurs années, notamment avec les influences New Age pour le meilleur et pour le pire, mais cela est encore un autre sujet. Chers amis, nous arrivons au terme de ce petit périple hein, à travers l'Europe, à la quête de cette mystérieuse civilisation perdue. Encore une fois, toutes les hypothèses avancées dans cette vidéo ne sont pas des hypothèses personnelles. Elles sont issues hein, d'ouvrages d'auteurs hein, ou de conférences sur le sujet hein, et ont pour but de vous donner non pas des affirmations, mais des pistes de recherche afin d'approfondir le sujet. Je vous invite vivement hein, à aller rendre visite aux pierres de votre région. Hein. Vous verrez que ce sont des lieux chargés hein, spirituellement et énergétiquement. Vous pourrez ressentir, si évidemment vous avez la bonne connexion, un certain bien-être et une certaine sérénité au contact de ces pierres. Il est vrai que nous avons perdu la connexion avec le sacré, avec la nature et les pierres, tant nous sommes pollués par le matérialisme. C'est vrai que tout dans ce monde, évidemment, nous invite à la facilité, hein, avec la rupture, avec les anciennes croyances qui ont guidé nos ancêtres pendant des millénaires. Alors, si nous voulons sortir de cette torpeur, mes chers amis, revenons à la base de tout, revenons au mythe. Awen, chers amis, et suivez.